Bonjour et bienvenue sur le podcast pour le futur. Aujourd'hui, nous allons aborder la thématique de la culture du viol. Nous serons avec Lila du collectif Échappe et Lou de l'organisme de formation La Petite. C'est quoi un stéréotype de genre? Comment dépasser l'inaction? Comment prendre la parole quand on est invisibilisé? Est-ce que je suis privilégiée? Comment je me déconstruis? Comment faire face à l'angoisse? C'est quoi un biais raciste? Qu'est-ce que le patriarcat? Qu'est-ce que je peux faire en tant qu'amie? Pourquoi s'engager? Est-ce que toutes les luttes sont liées? Dans cet épisode, nous allons parler de violence et de harcèlement qui sont des sujets sensibles. Certaines descriptions pourraient heurter la sensibilité des auditeuristes. Nous vous recommandons la prudence avant de poursuivre l'écoute. Alors pour commencer, je vais vous laisser vous présenter. Alors, Lila, de l'association Échappe, du coup, qui est une association qui lutte contre les cyberviolences sexistes depuis 5 ans. On est principalement des personnes qui travaillent en ligne. On n'est pas à Toulouse même si on a quelques personnes à Toulouse. Et on a plusieurs actions qu'on mène. On propose des guides en ligne pour sécuriser son smartphone, pour sécuriser ses réseaux sociaux, pour avoir une bonne stratégie de mot de passe ou comment se déconnecter de son ex, ce genre de choses qui sont disponibles sur le site internet. Avec, on essaye de rendre ça le plus accessible possible, donc c'est gratuit. Il suffit généralement d'avoir une connexion internet et d'arriver à lire le français. Et ça se présente sous la forme de tutoriels, quoi, vraiment avec des captures d'écran, aller dans tel menu pour, par exemple, sécuriser son compte. Mettons qu'on a un compte Twitter X et qu'on ne veut plus qu'il soit public, ben voilà, aller dans tel menu, aller chercher cette information, etc. Par exemple. La deuxième action qu'on fait, c'est qu'on propose de la formation à destination des personnes qui travaillent dans les VSS, violences sexistes et sexuelles. Donc ça peut être des plannings familiaux, enfin des entêtes du planning familial. Ça peut être du CIDFF, ça peut être les écoutantes du 3919, ça peut être des structures qui font de l'accueil d'urgence dans la question des violences conjugales, par exemple. C'est vraiment assez varié, mais en général, on se concentre quand même sur des collectifs ou structures associatives. On ne va pas vers le monde de l'entreprise, par exemple. Pour l'instant, en tout cas, on n'a pas vocation à aller vers là. Et c'est assez important parce qu'on privilégie cette position-là de discuter avec des structures et pas directement avec des personnes victimes de violences, parce qu'on n'est pas formé sur la question, qu'on est très peu et qu'on n'a pas de personnes salariées à Échappe. Donc on a des petits moyens et on préfère faire confiance dans les personnes et les structures qui bossent là-dedans depuis des années et qui savent très très bien faire et qui font très attention pour pas faire de bêtises aussi. Et la dernière grosse action qu'on mène, c'est une veille sur les logiciels espions ou stalkerware, où on répertorie, en fait, on a une espèce de liste où on répertorie le maximum de logiciels qu'on connaît et qui est disponible aussi, pareil, sur Internet de façon gratuite aussi. Voilà. Moi, du coup, c'est Lou. Je travaille à l'association La Petite. Je suis formatrice en prévention des violences sexistes et sexuelles depuis 3 ans maintenant. Et nous, notre asso, elle se structure en plusieurs moyens d'action, du coup, pour lutter pour plus d'égalité des genres dans les arts et la culture, parce que nous, on est vraiment ciblés sur le secteur culturel et artistique. Du coup, on a un média en ligne qui s'appelle Girls Don't Cry sur Instagram, où voilà, on met en valeur des parcours d'artistes et de personnes engagées qui sont minorisées à l'échelle de la société. On organise des soirées de musique électronique. On a un festival de cinéma aussi, tous les ans en février maintenant, et un festival, le festival Girls Don't Cry, du coup, en novembre. Donc ça, c'est notre pôle média. Enfin, on a nous-mêmes un pôle artistique, on est nous-mêmes ancrés dans cette pratique-là. On a du coup le pôle formation dont je fais partie. On organise des formations dans les structures culturelles et artistiques. Du coup, on va à la rencontre des professionnels dans leur structure et on les forme sur les divers sujets qui touchent à l'égalité des genres. Et enfin, on a aussi un volet un peu plus appui des carrières et insertion. On anime notamment les ateliers Vois ton corps.
à la MJC de Ampalo. Et du coup, c'est ciblé pour les personnes qui sont éloignées de l'emploi et qui auraient besoin de retrouver confiance en LE, tout en travaillant ces enjeux de voix, de posture, de corporalité. Et on va aussi organiser bientôt des sessions d'arpentage où on va pouvoir lire et décortiquer ensemble des livres qu'on n'aurait pas forcément le courage de lire seul, autour des enjeux féministes toujours. Et voilà, on a plusieurs éléments autour de l'accompagnement des carrières aussi qui sont en train de prendre forme. Et ça fait 20 ans qu'on existe. Et on est très ancré à Toulouse, mais pour le coup, on se déplace aussi pour donner les formations dans toute la France. Ok, merci. Pour commencer, ça serait bien qu'on puisse introduire quand même le sujet en définissant quelles sont les différentes formes de violence. Du coup, les VSS, ça se manifeste d'une multitude de façons. Il y a les violences physiques, du coup, qu'on connaît, tout ce qui va être l'agression sexuelle, le viol. Mais il va y avoir aussi plein de manifestations plutôt psychologiques. Il y a aussi beaucoup de violences verbales. On pense aussi souvent au harcèlement de rue. Lila pourra aussi parler du harcèlement sur Internet. Il va y avoir aussi du coup tout ce qui est violence au sein du couple. On pense aux violences économiques, aux violences administratives. Donc souvent dans l'imaginaire collectif, on a cette image, beaucoup des violences physiques, mais il existe en réalité tout un continuum de violences dont on pourra peut-être reparler après, et qui permettent de vraiment, je sais pas comment dire, cimenter un socle qui permet aux violences physiques de continuer à exister. C'est pas évident de faire une vue d'ensemble des violences sexistes et sexuelles. Nous, on essaye de le faire, mais sur la question numérique. Et déjà, là, il y en a énormément. Et du coup, elles sont forcément reliées. Hein. Parce que quand on parle de cyberharcèlement, en fait, c'est aussi la base du harcèlement, qu'il soit numérique ou pas. En fait, c'est les mêmes ressorts. Tout le monde a des personnes très créatives en face qui trouvent toujours des moyens de nous nuire. Alors du coup, c'est presque un truc qui n'en finit jamais, plus ou moins. Parce qu'on s'aperçoit que en fait, les violences qu'on retrouve au sein, au sein de la société se transposent en cyberviolence également. Les violences économiques, administratives, finalement, ça passe également par le numérique. En fait, le truc qui se passe par rapport au numérique, c'est que on ne questionne plus l'arrivée du numérique dans nos vies. Enfin, l'arrivée, on peut ne plus parler d'arrivée maintenant. C'est établi que la plupart des gens ont un smartphone, voire un smartphone, un ordinateur, voire plusieurs. Enfin, voilà. Et si c'est pas ça, ça va être une montre connectée, ça va être une voiture avec un GPS, avec une connexion Internet sur à peu près tout. Même les aspirateurs robots, ils ont des connexions en Wi-Fi. Tout est devenu numérique, entre guillemets. On ne questionne pas vraiment notre rapport au numérique par rapport à notre utilisation. Et donc, on doit utiliser France Connect, machin, pour tous nos trucs, ou laposte.net, ou j'en sais rien. Et du coup, alors que, en fait, si on veut juste aller acheter des timbres, ou alors juste signer un papier physiquement, ça peut aussi être possible. Mais on n'a plus cette alternative-là. Sous couvert aussi d'accessibilité, parce que se déplacer à un endroit pour aller signer un papier ou j'en sais rien, c'est aussi un manque d'accessibilité pour certaines personnes. Mais du coup, le fait d'obliger les gens à avoir un smartphone pour tout, pour leur banque, pour tout, et en fait, ça réduit de l'accessibilité aussi pour d'autres qui, elles, ne sont pas prises en compte parce que tout le monde a un smartphone aujourd'hui, donc c'est bon. Qui sont les principales victimes de ces violences sexistes et sexuelles? Pour le coup, les chiffres sont assez clairs là-dessus. La majorité des victimes sont des femmes et la plupart des auteurs, des auteurices sont des hommes, même si bien sûr ça n'exclut pas le fait que des femmes puissent être violentes et que des hommes puissent être victimes. Et là, je parle de façon très binaire, je parle homme cisgenre, femme cisgenre, mais évidemment, les personnes LGBTQIAB+, sont particulièrement ciblées par ces violences-là également. Et il faut aussi rappeler que les enfants, dans le cadre d'un croisement entre la discrimination du coup sexiste et agiste, sont souvent très ciblés aussi par ces violences-là, dans le cadre de violences intrafamiliales.
Alors, par rapport à l'ampleur de ces violences en France, on peut avoir des chiffres? Est-ce que ça a été chiffré? Est-ce que ça a été également chiffré dans le cadre des cyberviolences? Puisqu'on en entend de plus en plus parler. Alors, sur les cyberviolences, on a des chiffres d'une étude du centre Hubertine Auclair qui parle des cyberviolences dans le cadre des violences conjugales. Il y a aussi les féministes contre le cyberharcèlement qui ont fait une étude un peu plus récente et un peu plus globale sur justement les cyberviolences de manière générale et pas juste dans la question des violences conjugales. C'est les deux trucs que j'ai en tête là tout de suite, mais je pense que c'est des trucs qu'on peut nourrir avec des liens à côté de l'enregistrement. Là. Pour les cyberviolences de manière générale, il n'y a pas beaucoup de chiffres. Nous, du coup, on travaille donc dans le secteur culturel et on se cible vraiment sur les VSS au travail. Et nous, le chiffre qu'on répète à chaque fois en chaque début de formation pour un peu poser le cadre, c'est qu'il y a près d'une femme sur 3, et en réalité c'est une femme sur 3 ou plus, qui est victime de harcèlement sexuel ou d'agression sexuelle sur son lieu de travail en France. Ça, c'est le résultat d'une enquête réalisée par l'IFOP. Et après, on a d'autres chiffres, mais plutôt sur le traitement de ces violences-là par la justice. Ça, peut-être, on y reviendra plus tard. Et globalement, sur le secteur culturel, on a aussi le Haut Conseil à l'égalité qui produit des rapports de façon assez régulière. Et du coup, on peut avoir une analyse plus fine de ce qui se passe vraiment. Et dans le milieu de la culture, plus spécifiquement, qu'est-ce que vous avez pu voir ? Le milieu artistique et culturel, il est particulièrement intéressant à étudier par rapport à ce sujet parce que pendant longtemps, on a eu l'impression d'être plus avancé sur ces questions. On a eu l'impression d'être un milieu qui favorisait plutôt des représentations, je vais utiliser le terme inclusive avec des guillemets, des représentations qui véhiculaient plutôt de la tolérance, de la créativité, de l'ouverture d'esprit. Et en réalité, on constate que du coup, ça a créé un gros tabou, ou en tout cas une omerta sur le sujet des VSS. Et le milieu artistique et culturel a eu beaucoup de mal à se remettre en question sur cet enjeu-là. Pas que sur ce sujet-là, on voit aussi en ce moment que sur les enjeux antiracistes, ça met du temps à bouger et il y a vraiment beaucoup de résistance de toute façon dans l'idée de remettre en question ces pratiques. Mais globalement, il y a ce tabou-là. Il y a aussi le côté très prégnant du mythe de l'artiste, du génie artistique, comme on a pu voir avec Gérard Depardieu. Peut-être qu'on reparlera de lui malheureusement dans cet épisode. Qui du coup va venir cultiver un climat d'impunité, qui va venir masquer en fait les impacts réels des violences. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a pu noter. Ouais, c'est les deux aspects que je retiendrai, je pense principalement. Ce culte du génie, le fait que la valeur artistique va venir excuser ou complètement effacer certains comportements problématiques, voire criminels. Et tout ce contexte du coup d'une culture qui se voit un peu comme surplombante ou plus avancée que le reste de la société et qui en réalité reproduit les mêmes mécanismes. C'est vrai que je voulais juste revenir sur ce que tu viens de dire parce que le fait d'avoir accès à Internet de manière plus généralisée a aussi permis d'ouvrir la parole, de libérer la parole, notamment grâce à des mouvements autour. Les premiers trucs que j'ai en tête, c'était autour du Gamergate avec des personnes qui bossent dans le jeu vidéo et qui en fait expliquent à quel point c'est un milieu horrible. Pour les minorités de genre et les femmes, parce que c'est un milieu qui est notamment très dit masculin. Ensuite, il y a eu MeToo avec toutes ces personnes qui prenaient la parole pour dire j'ai vécu ça moi aussi. Puis ce MeToo qui s'est transposé à un peu toutes les sphères existantes c'était pas juste au départ c'était le cinéma, c'était vraiment il me semble bien que c'était par rapport à ce réalisateur américain. Hervé Weinstein. Exactement. Hervé Weinstein. Voilà, lui là. On n'est pas obligé de le nommer. Ouais, j'allais dire peut-être qu'on peut pas le nommer. Et du coup, ça a démarré un peu vers des milieux qui sont un peu privilégiés aussi, parce que plus visible et donc la voix porte plus, etc. Et puis ça a égrené un peu partout. Et donc on a eu des MeToo et des balance-ton
remplacer balance ton porc par balance ton, je sais pas quel milieu culturel aussi beaucoup. C'est les mêmes que juste que chez les avocats, il y avait un truc genre balance ta robe ou un truc comme ça. Paye ta robe. Paye même. ta robe, un truc comme ça, voilà. Bref, tout ça pour dire que ça a pu aussi émerger. On a vraiment eu un truc à éclater à un moment donné parce que ça a été possible et parce qu'il y a certaines personnes qui ont ouvert la voie et que ça a permis à toutes les autres de s'engouffrer dedans. Et c'est super, même si bon, c'est pour un sujet très compliqué. Et du coup, comme à chaque fois qu'il y a un genre d'avancée féministe qui se passe, on se prend un backlash, c'est-à-dire un retour de bâton derrière avec soit des violences plus conséquentes ou alors plus visibles, parce que en fait Internet permet ça aussi, le numérique permet ça aussi, c'est-à-dire qu'il y a un moment où en fait on peut conserver des preuves, on peut prendre des captures d'écran, on peut montrer qui a dit quoi avec tel commentaire, etc. Ce qui est peut-être un peu moins facile quand on se balade dans la rue et que quelqu'un nous insulte, par exemple. Prendre à partie les gens sur l'espace public va être peut-être moins évident en termes de preuves, collecte de preuves, ce genre de choses. Et donc là, on a aussi des personnes qui peuvent montrer par le fait quoi. Il s'est passé ça parce que voilà. Ce qui est aujourd'hui un peu compliqué aussi parce qu'on a de la modification d'image, de l'IA, des tas de trucs qui viennent un peu brouiller les pistes autour de qu'est-ce qui est une preuve, qu'est-ce qui est vrai en fait, qu'est-ce qui est véritablement arrivé, etc. Sur les réseaux sociaux, de plus en plus on nomme ces violences, j'ai l'impression, et qu'on évoque aussi à travers des prises de parole les violences qu'on a pu vivre dans ces milieux-là. De quelle manière ces violences se traduisent-elles sur Internet et se perpétuent sur Internet? La manifestation de ces violences, elle est globalement dans la continuité des violences qui ne sont pas sur l'espace numérique, c'est-à-dire en dehors de ces espaces-là, avec des outils qui, eux, sont parfois plus permanents, c'est-à-dire que on peut pas se dire juste j'éteins mon ordinateur ou mon téléphone, c'est fini, parce qu'en fait, comme il y a une espèce de le temps et l'espace ne sont plus des données vraiment à prendre en compte, puisque n'importe qui peut participer à une vague de harcèlement qui est en cours de l'autre côté du monde, où les gens ne dorment pas parce que on n'est pas sur le même fuseau horaire, par exemple. Donc en fait, on a une permanence de ces violences-là qui peut se produire de façon incessante. Et le fait d'y échapper est beaucoup plus difficile, par exemple. Donc on va avoir, il y a des gens qui pensent que déménager ça suffira, par exemple. Effectivement, ça peut aider, mais en fait, avec toutes les informations qui sont disponibles sur nous sur Internet, disponibles qu'on a aussi données parfois de soi-même, quoi. Ça va être beaucoup plus difficile d'être incognito, quoi, de se protéger comme ça. Donc, je dirais que sur Internet, la question du comment dire, j'ai plus le mot en tête, mais du fait que les violences ne peuvent pas s'arrêter, c'est vraiment spécifique au numérique, quoi, parce que tout le monde est un peu connecté, quoi. Mais globalement, elles prennent racine dans le patriarcat, le sexisme, la misogynie, la transphobie, tous les systèmes d'oppression qui existent déjà ne sont pas magiquement... je veux dire, Internet reste un outil. C'est-à-dire que ça va favoriser certaines choses, mais ça va aussi permettre la libération de la parole. Et donc, on a les deux côtés de la pièce, quoi, où on va pouvoir s'organiser, on va pouvoir trouver des ressources, on va pouvoir se battre ensemble collectivement et trouver aussi des voies qui vont nous porter plus fort et plus loin, ou rencontrer des gens qu'on n'aurait jamais pu rencontrer autrement. Mais on a aussi l'autre versant, c'est que eux, les agresseurs et les auteurs de violences font la même chose. Et donc peuvent se retrouver entre eux, peuvent s'organiser, voilà. Donc c'est un peu... C'est clairement un paradoxe parce qu'à la fois on est plus libre de pouvoir s'exprimer, mais à côté de ça, il y a une liberté pour les agresseurs à poursuivre les violences au sein
dans le numérique. Euh, Ce qu'on dit peu et ce que tu viens de soulever, c'est que là où on a du mal à collecter des preuves dans le cadre des violences, dans le cadre des cyberviolences, il y a des preuves. On peut trouver des preuves. Donc, est-ce que au niveau de la recevabilité des preuves, qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui? Alors, c'est très compliqué parce que il y a des contextes particuliers. Par exemple, déjà, on est sur la même dynamique que si, par exemple, on décide demain d'aller porter plainte. Est-ce qu'on sera cru? C'est déjà une incertitude vraiment qui est là. Il y a des lois qui sont passées récemment et tout ça autour des cyberviolences. Mais en fait, est-ce que le personnel qui prend la plainte est formé autour de ça? Voilà, on a en fait un décalage entre l'aspect légal existant et le terrain qui est formé, qui peut continuer à écouter la parole des victimes, etc. Sachant que déjà avant, en fait, même avant qu'on ait toutes ces, disons, ces lois autour du numérique et des violences sexistes sur tout l'aspect cyberviolence, c'était déjà difficile d'aller porter plainte parce que on avait été agressé. Donc ça n'a pas changé. Ça a évolué dans le sens où, en fait, oui, la police a été un peu formée sur ces questions-là, sur la base de volontaires, etc., et d'écoute. Il y a un chat en ligne qui est disponible, etc., où on peut ensuite faire suivre le dossier pour porter plainte activement, etc. Il y a des choses qui sont mises en place, mais comparativement à l'ampleur des violences, en fait, c'est pas grand-chose. Et on est sur aussi les premiers procès, quoi, les premières prises en compte du cyberharcèlement, de mettre en lumière un peu toutes ces choses-là. Donc c'est vrai que si la collecte de preuves peut sembler plus facile, déjà c'est quelque chose qui n'est pas de l'ordre du réflexe de tout le monde maintenant. C'est vraiment un truc à apprendre, de se dire ah oh là là, reconnaître la violence, se dire ok là je prends une capture d'écran, comment je prends la capture d'écran, c'est-à-dire il faudrait qu'il y ait la date, il y a plein de critères pour que la preuve soit recevable légalement, qu'il faut respecter. Donc on aurait tendance à se dire que c'est plus facile parce que voilà, on fait une capture d'écran et c'est bon, on a ça quelque part, mais en fait c'est pas si évident que ça parce que l'administration est ce qu'elle est aussi et que c'est pas si évident de base, quoi. Et souvent, on dit que c'est nourri par un système, c'est structurel. On parle notamment de culture du viol. Qu'est-ce que la culture du viol et quels sont les facteurs qui la créent, la nourrissent et la perpétuent? La culture du viol, du coup, c'est la traduction littérale d'un terme anglais. Je vous épargne mon accent français, mais sur l'anglais. Mais c'est un terme qui fait souvent beaucoup réagir. En tout cas, nous, dans nos formations, dès qu'on dit culture du viol, les gens peuvent se braquer parce que ça met en relation deux termes qui sont, du coup, le milieu culturel, la culture qui est censée justement ne pas reproduire ces violences-là. Et du coup, le fait de conjuguer ces deux termes, ça choque. Et en même temps, c'est fait exprès. C'est vraiment pour montrer que c'est un ensemble très complexe de croyances culturelles qui vont venir soutenir et perpétuer les violences sexistes et sexuelles. Et le principe, du coup, c'est que c'est quelque chose qui est très... ça vient envahir tous les aspects de notre vie, puisque ça va aller des représentations dans la pop culture, mais aussi de tout le fonctionnement, par exemple, de la justice, des institutions. C'est vraiment quelque chose qui est très sournois et en même temps omniprésent. Donc déjà, pour pouvoir l'identifier, ça a pris du temps. Là, il y a de plus en plus de publications qui sortent sur ce sujet, des personnes qui analysent les médias. Le mouvement MeToo a aussi permis de venir questionner la culture du viol dans son ensemble, mais globalement, elle reste quand même très active et elle repose sur des mécanismes qu'on a analysés et qu'on connaît maintenant, mais un des mécanismes principaux, ça va être de faire porter la responsabilité des violences aux victimes, de façon à déresponsabiliser les auteurs, les autrices de violences. Et du coup, il y a plein de façons de faire ça.
Il y a, un des mécanismes de la culture du viol, c'est la minimisation, le fait de minimiser la gravité, le fait de banaliser certaines violences. Du coup, on a, comme disait Lila, c'est déjà difficile d'identifier les violences, et la culture du viol entretient un peu des zones de flou en minimisant ou parfois en romantisant ou en érotisant les violences. Ça, c'est quand même quelque chose qui est assez fort, notamment dans le cinéma. Et du coup, ces fausses croyances-là autour de la sexualité et autour des relations sexo-affectives de manière générale, ça va venir responsabiliser les victimes, déresponsabiliser les auteurs et les autrices. Et j'ai écouté un podcast récemment qui interviewait Chloé Thibault, qui a écrit le livre Désirer la violence. Et elle disait vraiment, qu'elle analysait ça comme elle dit pop culture du viol. Du coup, vraiment, c'est une pop culture qui peut glamouriser les violences et érotiser le non-consentement. On pourra revenir sur la définition du consentement peut-être, mais cette idée-là que le non-consentement est rendu glamour, désirable, et en fait, c'est un script qui existe depuis des années, cette idée-là. Et du coup, maintenant, on commence à peine à déconstruire ça. Ça me fait penser dans le milieu de la culture, on parle souvent des carrières détruites. C'est ça le terme qu'on dit souvent. Sont où les carrières qui sont détruites? Parce que il y a beaucoup à dire là-dessus. Mais la presse est responsable aussi de la perpétuation de la culture du viol. Il y a vraiment, effectivement, dans le traitement des violences excitées sexuelles dans la presse, bon, déjà c'était toujours dans la mauvaise rubrique, c'était classé dans les faits divers, alors qu'en réalité il faudrait le classer dans la rubrique justice. Et dans la façon dont c'est traité, effectivement, même pour Harvey Weinstein, il y avait vraiment cette idée que c'était sa carrière qui s'effondrait, que c'était le mania du cinéma qui en fait courait à sa perte. Enfin, il y avait vraiment cette idée-là, et en fait les conséquences sur les victimes ne sont pas du tout visibilisées. Et on revient aussi sur le culte du génie artistique. Enfin, globalement, c'est ça. On va mettre en lumière l'auteur, et les victimes en fait n'ont pas de parole dans ces articles-là. Est-ce qu'on pourrait dire du coup que l'art nourrit ou en tout cas maintient cette culture du viol? En tout cas, dans Désirer la violence, du coup, Chloé Thibault, elle analyse beaucoup le cinéma, et elle montre bien que les représentations artistiques vont pouvoir influencer nos croyances et ensuite, du coup, nos pratiques. Donc ça ne veut pas dire que toutes les représentations artistiques véhiculent de la violence, mais vu que pendant longtemps ça n'a pas été questionné, ces mécanismes-là, en fait, il y a beaucoup de nos références, en tout cas artistiques et cinématographiques, qui véhiculent de la violence sans la questionner. Et du coup, elle, ce qu'elle dit, et ce que je trouve aussi très intéressant, c'est qu'elle ne veut pas forcément dire qu'on va censurer tous les films qui font l'apologie, par exemple, du viol, des violences, mais on va essayer de les remettre dans un contexte. On va essayer d'avoir elle le dit en anglais, elle dit une contexte culture. Essayer en fait, pas de cancel tous les films, mais de les remettre dans leur contexte et d'essayer de les analyser comme tels. Et de se dire, ok, en fait, j'ai aimé ce film, j'ai aimé cet artiste, j'ai aimé cette production culturelle, mais je me rends bien compte qu'elle véhicule des idées qui appartiennent à la culture du viol. Du coup, cette culture du viol, est-ce qu'elle est renforcée par les normes sociales et stéréotypes de genre? C'est une question piège ou Question facile. Non, la réponse est oui. Enfin, je pense que c'est un peu ça. J'ai l'impression de dire ça, que c'est enfoncer une porte ouverte de dire ça, mais oui, les stéréotypes de genre vont forcément faire rentrer des gens dans des cases qui ne leur vont pas forcément, et du coup aller vers des manières d'être, de se comporter, de dire, de faire qui correspondent à un carcan, quoi. Enfin, on va moins se poser la question de ce dont on a envie, ce qu'on veut faire, comment le faire, etc. Plutôt que, en fait, c'est comme ça qu'il faut faire parce que tout le monde le fait. Et du coup, je pense que ça rentre pile dans ça, parce qu'en fait, si on ne questionne pas par défaut ses propres désirs, envies, etc., on a moins de réponses sur les probables petites déviations de la norme, quoi. Enfin, je suis partie un peu loin sur la question, mais oui, ouais. Peut-être tu veux rajouter quelque chose. Sur les stéréotypes genrés et il y a vraiment des attentes différenciées.
et qui du coup vont venir biaiser de fait le consentement. Et comme tu disais, il y a des rôles et qui sont avec des attentes très spécifiques. Donc sur les hommes, globalement, on va avoir cette idée qu'ils sont toujours consentants par défaut, qu'ils ont du coup des pulsions irrépressibles, etc. Donc ça, c'est une représentation qui a été beaucoup véhiculée par le cinéma notamment, hein. Les femmes, il va y avoir et encore une fois, je parle de façon très binaire, je me rends compte, mais il va y avoir cette idée que elles vont résister avant de consentir. Ça va être plus stigmatisé, par exemple, d'avoir une multitude de conquêtes, alors que pour les hommes, ça va plutôt être valorisé. Du coup, il va y avoir comment on appelle ça, ce slut shaming, le fait de, je vais essayer de traduire ce mot. Ouais, stigmatiser les comportements, Vu comme sexualisé, ou autour de la sexualité, dire que c'est pas positif et que c'est pas comme ça qu'il faut être, ou faire. Et du coup, ces attentes différenciées-là, elles vont vraiment, de fait, biaiser le consentement. Donc, les hommes sont censés être consentants par défaut, les femmes sont censées résister avant de consentir. Enfin, ça crée de toute façon des scripts qui sont pas égalitaires. Et du coup, si on met ça en parallèle avec le fait que les institutions sont imprégnées de culture du viol et qui, du coup, vont avoir tendance à reproduire ces mécanismes-là de minimisation, de silenciation des victimes, forcément, ça va venir renforcer les inégalités. C'est vraiment un cercle vicieux au final, parce que les représentations vont alimenter du coup les pratiques des institutions. Les institutions vont continuer à avoir les mêmes pratiques discriminantes et du coup, on a du mal à s'en sortir. Puis il y a aussi l'idée qu'on se réfère à des modèles, quoi. En regardant des productions culturelles, que ce soit le cinéma ou lire des livres ou jouer à des jeux vidéo, ça va très très loin. On s'identifie à des modèles et on perpétue en fait ces choses-là à un niveau plus personnel. Mais comme dans l'ensemble, dans la société, c'est quelque chose d'accepté et d'acceptable, alors il n'y a pas de problème à reproduire toutes ces choses-là. Et je voulais revenir sur un truc que tu as dit plusieurs fois sur le fait de parler de binarité dans ces trucs-là. En fait, il y a aussi une invisibilisation énorme des minorités de genre qui fait que pourquoi on parle de stéréotypes de genre, c'est aussi parce que en fait, les deux genres valables, entre guillemets, je mets des gros guillemets là, évidemment, sont l'homme et la femme, cisgenre, hétérosexuel, blanc, valide, etc., etc. Et donc, c'est aussi de ça qu'on parle quand on parle de visibilité dans les productions culturelles, c'est que les autres existent moins, voire pas du tout. Et donc, oui, on dit des choses un peu binaires, mais parce que aussi la masse produite, elle est, si on regarde avec des chiffres, c'est sûr que tout ce qui est production autour des personnes lesbiennes, handicapées, etc., c'est rien du tout comparé à je sais pas, la tonne de comédies romantiques de base, quoi. Hétérosexuels. Exactement. Oui, exactement. On manque vraiment de représentation. Tu parlais des institutions publiques. Est-ce que les institutions, qu'est-ce qu'elles font aujourd'hui, ces institutions, pour prévenir et lutter contre ces violences? On se lève et on se casse. Il n'y a rien, merde alors. C'est pas une institution. Et même sur le milieu des normes numériques de protection des données, de la RGPD. Ouais, ça je pense que c'est deux questions vraiment très distinctes, donc on peut diviser. Moi, je peux parler plutôt du milieu culturel parce que c'est ça que je connais le mieux, mais en tout cas, dans le milieu culturel, il y a pas mal d'actrices qui se bougent et qui essayent de changer justement ces représentations. On pense notamment au CNM, au Centre national de la musique, qui a créé une conditionnalité de ces aides et qui du coup va exiger que les structures qui sont adhérentes se forment sur ces questions. Donc il y a déjà tout un levier qui est activé de formation, donc ça c'est quand même une grande avancée. Il y a beaucoup de structures aujourd'hui du coup dans ce secteur artistique qui sont obligés d'avoir une formation sur ce sujet, donc se former en équipe, donc ça va vraiment créer des discussions et ça crée du coup des moments collectifs de sensibilisation, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Après j'ai l'impression aussi que dans les institutions comme juste ce qui va être diffusé par les institutions, du coup, dans les contenus cinématographiques, dans les séries télé, j'ai l'impression qu'aussi qu'il y a une évolution des contenus, il va y avoir des représentations nouvelles qui émergent,
des représentations de scènes de consentement. Donc j'ai l'impression que globalement, ce qui peut se passer dans les institutions, c'est justement d'aller vers cette sensibilisation des publics, des personnes aussi qui créent la culture. Et c'est ça qui est important parce que du coup, les personnes qui travaillent dans le secteur artistique et culturel vont ensuite, à leur tour, véhiculer ou participer à véhiculer des représentations. Et du coup, le fait qu'ils et elles soient sensibilisés, ça peut permettre de faire évoluer ces représentations-là dans le bon sens, on espère. Du côté du numérique. Du côté du numérique, en termes d'institutions, on a en fait, ce qui se passe comme généralement tout le temps avec les institutions, c'est que d'abord on a sur le terrain des personnes féministes qui vont alerter sur certaines choses qui ne seront pas écoutées pendant 10 ans là. Et puis au bout d'un moment il y aura une affaire qui éclate ou un truc comme ça va être visibilisé. Du coup les gens vont se dire oh là là, il y a un vrai problème, c'est un sujet de société, etc. Et pendant les 10 ans en fait, qui se sont écoulés en fait, sur le terrain, on a des assos, on a des collectifs, etc., qui font le taf de sensibiliser, etc., etc. Donc pas forcément un niveau institutionnel, ça va dépendre un peu des assos, etc. Et un jour, ça va être visibilisé et il y aura une affaire en justice, généralement énorme. Et du coup, là, il y aura des gens qui vont pousser à des plus hauts niveaux en termes de loi, en termes de sensibilisation, campagne dans les lycées, collèges, voilà. Et donc, on va avoir des trucs sur, par exemple, le site du gouvernement, avec, je sais pas moi, des endroits, des plateformes de signalement, des choses comme ça, qui ont en fait souvent été déjà identifiées et voire mises en place parfois par des structures associatives qui font le travail de l'État, quoi, puisque c'est globalement ce que font les assos. Et ça va être repris en fait de manière institutionnalisée. Et là, donc, on va avoir des outils, etc. Par exemple, alors je ne sais pas si on peut parler d'institutions, mais au niveau des GAFAM, c'est-à-dire Google, mais surtout Google, Facebook, Meta et tout ça, il y a 5 ans, il n'y avait aucune façon de pouvoir protéger ses données, son compte, le mettre en privé, ce genre de truc. En fait, déjà, la plupart du temps, ça n'existait pas. Au bout d'un moment, ça a fini par exister parce qu'il y a eu des gens qui ont poussé pour que ça soit le cas. Et ils ont fini par faire des guides de sécurité, comme exactement ce qu'on fait à Échappe, par exemple, intégrés à leur propre site, leurs propres réseaux sociaux, pour dire, pour sécuriser, nanana, machin, parce que, en fait, il y a des gens qui, assez influents, ont fait passer des lois, il y a eu le DSA, il y a eu plusieurs trucs où, en fait, on leur met, en gros, le nez dans leur non-modération, la non-prise en compte des violences, etc. Et ils sont obligés de réagir et de faire... de produire, en fait, soit des plateformes de signalement, soit des numéros, des machins, tout un tas de trucs, tout en disant qu'ils font les choses très bien, parce que, regardez, ils ont fait toutes ces choses-là. Mais en fait, la trame... elle est comme ça, en fait. C'est vraiment sur le terrain, quand on a les pieds dans les victimes, les pieds dans les violences sexistes et sexuelles, on voit bien ce qui se passe et comment ça se passe, on alerte, ça prend énormément de temps. Au bout d'un moment, il y a un truc qui éclate, et là, tout le monde doit s'aligner, quoi. Et c'est comme ça que généralement les choses se passent. Et donc, au niveau institutionnel, oui, on a des choses aujourd'hui, mais il y a 5 ans, il n'y avait rien. Et il a fallu les confronter. Il a fallu que des gens un peu influents arrivent à dire il y a un problème, vous n'êtes pas... vous avez une responsabilité dans les contenus, les espaces que vous créez aussi sur Internet. Et donc, vous avez un devoir de modération, un devoir de... légalement, vous pouvez pas laisser passer des trucs sexistes, racistes, etc., homophobes, machin. Alors après, c'est selon le bon vouloir de qui tient la plateforme. Donc maintenant, par exemple, sur Twitter, ça a beaucoup changé. Mais il y a des responsabilités qui ont été mises à un niveau soit européen, soit mondial, etc., et qui ont fait bouger des choses, mais parce que au début, il y a des gens sur le terrain qui alertent. Ce que tu dis, ça me fait penser à une autre initiative très institutionnelle, pour le coup, qui s'est mise en place récemment dans le milieu artistique. C'est les auditions de la commission d'enquête parlementaire sur les violences dans les secteurs du cinéma, de l'audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode et de la publicité.
Et ça, c'est pareil. J'ai l'impression que depuis le mouvement MeToo, il s'est passé beaucoup de temps. Enfin, en tout cas, depuis qu'il a été relancé en 2017, il y a eu beaucoup de discussions. Les militantes féministes ont beaucoup alerté sur ces questions-là. Et là, enfin, du coup, l'institution se saisit de ça et a auditionné plein de personnes pour faire un peu un état des lieux et des recommandations. Donc on peut se réjouir de ça, mais effectivement, c'est super important de rappeler d'où les mobilisations viennent et d'où viennent tous ces changements, parce qu'en réalité, les institutions, il faut faire pression sur elles pour que ça bouge. Et il y a notamment une audition que j'ai trouvée très, très marquante sur les VSS, c'est celle de Nadège Bosson-Diagne, qui dit vraiment que en fait, ça fait très longtemps que les personnes parlent et que en fait, il faut arrêter de leur demander de parler et il faut arriver à les écouter et réussir à anticiper, à réfléchir à une protection. Elle parle du coup à une protection spécifique aussi pour les femmes racisées dans le milieu du cinéma. Et ça, c'est pareil, elle le dit vraiment dans son audition. Elle dit, moi, ça fait des années que j'alerte, en fait. Et là, du coup, on m'écoute de façon très institutionnelle. Bon, là, je la cite pas, hein, c'est ce que je retiens de ce qu'elle a dit, mais là, on m'écoute, mais en fait, il va falloir mettre des choses en place de façon active, en fait. J'ai trouvé que son audition était vraiment impactante dans la façon dont elle remet en cause aussi le fonctionnement des institutions et le fait que vraiment ce soit très long à bouger et à se mettre en place. Ouais, parce que pour le coup, le fait de pointer du doigt des acteurs, des rappeurs, plein de monde de ce milieu problématique, ça fait des années quand même qu'on entend parler, des années que pour le coup les carrières sont pas non plus détruites et que ça n'a pas été pris à une échelle institutionnelle. Et c'est vrai que j'en ai entendu parler. Il me semble que les acteurs, enfin en tout cas des hommes du milieu, sont également auditionnés. Oui, j'avoue, j'ai pas écouté ce qu'ils ont dit. J'avais la flemme. Mais oui, il y a eu, je crois, Jean Dujardin, Gilles Lelouch. Il y a eu tout un groupe d'hommes qui ont aussi été auditionnés. Mais voilà, il faudrait que j'aille décortiquer ce qu'ils ont dit, mais je suis pas sûre d'être super contente. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est que certainement, en faisant partie de ce milieu, ils ont contribué à perpétuer aussi cette banalisation de la violence qui se passe en interne, quoi. Moi, je pense à Jean Dujardin. De suite, je pense à une affiche de cinéma qui m'avait marqué. Je n'ai pas vu ce film, mais l'affiche Les Infidèles. Et ça, pour moi, c'est une affiche qui perpétue vraiment de la culture du viol. Et du coup, je me dis, qu'est-ce qu'un homme qui participe à ce genre de film, à ce genre de représentation, va pouvoir dire dans une commission d'enquête sur ces sujets? Voilà, ça me questionne aussi sur... après, je pense que c'est important que tout le monde soit écouté justement aussi pour faire un état des lieux du niveau d'adhésion des hommes, des femmes à la culture du viol. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai toujours une petite réticence à aller écouter Jean Dujardin parler de ce sujet, mais je vais le faire. On en vient à une partie du podcast qu'on aime beaucoup, c'est concernant la thématique qu'on aborde aujourd'hui. On aimerait savoir quelles sont les 3 questions que vous avez marre d'entendre. J'en ai une qui revient souvent en ce moment. Enfin, de toute façon, sur la culture du viol, on a souvent des questions qu'on en a marre d'entendre en formation. Et en même temps, c'est notre taf d'y répondre. Donc, c'est toujours intéressant d'y répondre. Et ça montre aussi que les croyances peuvent bouger. Nous, on a une question qui revient beaucoup en ce moment parce que justement, dans nos formations, on vient questionner le fonctionnement de la justice. On dit que la justice fonctionne aussi avec des mécanismes de la culture du viol. On dit que la justice a des fonctionnements qui peuvent être sexistes. Et ça va vraiment faire réagir dans nos formations. Il y a vraiment des personnes qui vont dire mais pourquoi on ne peut pas faire confiance à la justice? Ça revient vraiment très souvent. Ou bien une autre formulation de cette question, c'est mais vous ne trouvez pas que c'est dangereux de dire qu'on ne peut pas faire confiance à la justice? Et ça, je trouve ça toujours complexe d'y répondre. Et j'ai vu qu'il y avait un livre récemment qui était sorti de Élodie Tuaillon-Ibon, qui est juriste sur ces questions-là et qui a publié un livre aux éditions La Meute. Et justement, c'est des livres qui servent à répondre à ces questions-là ou à ces résistances-là, comme on les appelle, les résistances du coup aux avancées féministes. Et du coup, elle va venir décortiquer cette injonction de « il faut faire confiance en la justice ».
Et je trouve ça super intéressant. Et je pense que c'est vraiment important de répondre à cette question en rappelant que les violences sexistes et sexuelles sont dans toutes les sphères. On s'est aussi rendu compte que dans le milieu juridique, il y avait des violences sexistes et sexuelles. Donc ça veut dire que les juristes qui composent ce milieu-là ne sont pas magiquement en dehors des mécaniques de domination sexiste. Je vais réussir à finir ma phrase. et, et du coup, forcément, ils et elles vont reproduire du sexisme. Et donc, on répond souvent à cette question en disant que la justice, elle est construite d'une telle façon. C'est possible de venir faire de la prévention. Il y a beaucoup d'articles, il y a des peines qui sont prévues pour punir les violences sexistes et sexuelles, mais en réalité, c'est une institution qui ne va pas venir réparer les victimes. C'est une institution qui va venir sanctionner les auteurs et les autrices de violences. Et du coup, déjà, elle est incomplète par ce fonctionnement-là. Et ensuite, sur tous ces mécanismes-là de la culture du viol, de minimiser, silencier les victimes, de venir déresponsabiliser les auteurs et les autrices, on retrouve aussi ces fonctionnements-là. On le voit dans les chiffres, que notamment, on sait qu'il y a énormément de viols, on sait qu'il y a énormément de harcèlement sexuel dans le milieu du travail, mais pas que, dans toutes les sphères. Et on voit bien que sur toutes les plaintes qui sont déposées, sur toutes les affaires qui sont traitées par la justice, il y en a très peu qui sont effectivement condamnées. Donc ça montre bien qu'il y a un fonctionnement qui est biaisé. Après la question, il y a beaucoup de questions qui reviennent qui vont venir responsabiliser les victimes. Cette idée, mais pourquoi la personne n'a pas dit non? Ça, c'est quand même un grand classique. Pourquoi la personne n'en a pas parlé plus rapidement? Il y a beaucoup de questionnements sur le fait que les victimes n'aient pas assez réagi, le fait que les victimes ne se soient pas protégées elles-mêmes. Enfin voilà, il y a cette croyance-là qui est très active encore aujourd'hui de responsabilisation pour évidemment déresponsabiliser les auteurs et les autrices et éviter de remettre en question du coup le fonctionnement global de la société autour de ces questions-là. Et la question de l'invisibilisation des hommes aussi dans ce combat-là. On vient souvent nous questionner sur le fait qu'il y a des hommes victimes, mais pourtant on parle beaucoup, on parle en majorité des femmes et des personnes queer, parce que ça c'est aussi une résistance qu'on voit émerger en formation, c'est que on parle beaucoup des personnes LGBTQIAP+, et des femmes, mais très peu finalement des hommes cis hétéros. Et ça, c'est pareil, on y répond en disant que on essaie de se fier un peu à la proportionnalité des chiffres, donc on parle plus des femmes et des minorités de genre et des personnes queer de manière générale parce qu'elles sont les plus touchées, mais évidemment qu'on ne va pas remettre en question le fait que des hommes et aussi des garçons puissent être victimes. Oui, parce qu'il y a cette idée que lutter contre la culture du viol, ça entraîne une scission entre les hommes et les femmes. On parle même pas du coup des minorités de genre. Ça me fait penser souvent ce qu'on retrouve en dessous des vidéos ou des publications. On va prendre Instagram comme exemple d'hommes qui commentent et qui se sentent pas du coup compris dans ces luttes-là et donc ça entraîne des cyberviolences. Alors peut-être que je vais loin dans mon discours, mais le harcèlement qu'on voit des hommes sur les réseaux est bien présent. Qu'est-ce qu'on pourrait en dire de ce traitement-là? Tu veux dire des hommes victimes ou des hommes auteurs? Des hommes auteurs. En fait, les violences sexuelles, sexistes et sexuelles, elles sont, comme on l'a dit au début, majoritairement perpétrées par des hommes, et les personnes victimes sont majoritairement des femmes ou des minorités de genre. Donc après, c'est aussi visible sur l'espace numérique, ça c'est sûr. Après, le truc, c'est que sur l'espace numérique, tu peux avoir un pseudo, tu peux avoir plusieurs comptes, tu peux utiliser aussi, si tu as un peu de bagage technique, des bots qui vont faire le travail à ta place et aller ennuyer un site internet, se connecter 50 fois, 1000 fois à un endroit pour ce qu'on appelle faire du DDoS, vraiment aller nuire au bon fonctionnement d'un truc. C'est comme aller, au lieu de faire une manif, aller à 200 personnes dans un magasin pour juste poser des questions à tous les vendeurs et les vendeuses, et que du coup le bon fonctionnement du magasin ne se déroule pas. C'est un peu le même principe. Et donc ces formes d'action-là, elles sont assez visibles en fait. Il y a aussi plein de monde qui ne cache pas son genre sur Internet, et même si après on peut pas vérifier qui est derrière l'écran. Mais
On va avoir quand même une proportion qui est équivalente de toute façon. Et puis après, on a aussi des trucs complètement assumés. Enfin, parce que la culture de viol existe, ou que, enfin, de manière générale, enfin, je parle de culture, mais en fait, ça va au-delà de la culture comme les éléments culturels qu'on utilise ou qu'on a dans nos vies au quotidien. C'est-à-dire, je parle pas juste du cinéma, mais alors là, on pourrait aller dans les questions administratives, religieuses, enfin tout, en fait, tout est baigné de tout ça. Donc, ça va même au-delà du dernier livre qu'on a lu, quoi. Et donc, forcément, sur Internet, on retrouve forcément ça, quoi. Ça me fait penser, qu'est-ce qu'on peut dire? Parce que tout à l'heure, tu parlais plutôt d'action collective à une échelle plus institutionnelle, de comment sécuriser ou en tout cas comment pointer du doigt les problématiques qu'il y a sur les espaces numériques. Est-ce qu'on a d'autres choses spécifiquement pour lutter contre ces violences en ligne et surtout garantir la sécurité en ligne? Alors, un truc qu'on dit quand on fait de la formation échappe, c'est que le bouton magique n'existe pas. Et qu'il n'y a pas une application qui va faire qu'on va se sentir en sécurité parce que elle signale à quelqu'un qu'on marche dans la rue et qu'on va être géolocalisé ou j'en sais rien. Enfin, il y a des trucs comme ça qui existent. Il y a des personnes qui vont vraiment aller vers... on fabrique un outil pour répondre à un problème ponctuel, récent, qui en fait va être détourné. Enfin, je veux dire, c'est ce qui se passe sur les espaces numériques et ailleurs depuis très longtemps. C'est que les personnes autrices de violences sont très créatives et trouvent des biais assez facilement pour aller espionner, pour aller harceler, pour aller injurier, enfin commettre des actes de violence sexistes et sexuelles. Et donc, on n'a pas vu la multiplicité des pratiques autour de ces violences-là, on ne peut pas se dire que en ayant fait tel truc ponctuellement une fois, ou même si on le fait, si on se dit j'ai passé mon compte en privé sur tel réseau social, c'est bon, je suis en sécurité. Ça marche pas parce que ça marchait déjà pas avant, de toute façon, avant d'être sur les espaces numériques. C'est-à-dire qu'une personne qui a vraiment envie de nuire à quelqu'un, elle va trouver tous les moyens possibles pour nuire à cette personne. Et donc, ça peut passer par le numérique, mais pas que. Ça peut passer par des questions, par exemple, un ex qui a été violent, mais c'est pas forcément une situation qui est connue au travail de la personne victime. Et ils ont déjà été vus ensemble comme étant un couple, etc., va pouvoir appeler le secrétariat pour dire « Ah oui, au fait, à quelle heure finit machine ?» Parce que non. Et en fait, ça, par exemple, on n'est pas forcément sur Internet. C'est juste que l'information n'a pas été forcément évoquée dans le travail, parce que bon, c'est très privé et que être victime de violence, c'est compliqué d'en parler, etc. Et ils vont trouver, en fait, des manières d'atteindre la personne, que ce soit au moyen de... d'appeler une amie qui ne sait pas ce qui s'est passé et d'avoir des informations sous couvert de ah oui, je devais la retrouver. Pas forcément avec de la violence, quoi. Vraiment, il y a juste c'est très possible d'avoir des informations très facilement de la part de personnes qui ne savent pas, mais c'est aussi très possible d'avoir ces informations parce que en fait, on les a données à Google et que si aujourd'hui on a deux. Nous, on parle de cyberviolence parce que les cyberviolences sont des violences qui sont identifiables. C'est-à-dire qu'un individu ou un groupe d'individus, on voit à peu près qui commet des cyberviolences. Donc, généralement des hommes valides avec connexion Internet, etc. Et à côté de ça, on a aussi la question de la vie privée, là où on va parler plus de RGPD, GAFAM, toutes ces questions autour de qu'est-ce qu'on met sur Internet, comment on se protège soi sur Internet vis-à-vis des géants du web. Et là, c'est plus difficile à identifier parce que c'est une marque, en fait, c'est des grosses entreprises, c'est pas une personne qui vient nous nuire directement pour savoir ce qu'on a fait jeudi dernier ou où sont les enfants, etc. C'est pas exactement les mêmes dispositifs qui se mettent en place, mais elles sont complètement interconnectées, ces deux sphères-là, parce que quand on va avoir des pratiques où on va donner beaucoup d'informations à Google ou Facebook, par exemple, si une personne mal intentionnée veut nous nuire, il suffit qu'elle ouvre la porte à cet endroit-là pour avoir toutes ces informations-là. Et en fait, elle a
Si un ex violent ou même un conjoint veut avoir énormément d'informations sur une personne, il suffit qu'il ait le mot de passe de son compte Google ou Facebook. Parce que le compte Google, c'est YouTube, c'est Maps, c'est donc la géolocalisation, les choses qu'on a regardées, l'historique de navigation, de recherche sur Google, c'est Gmail, tous les mails. Donc il pourrait aussi avoir accès à d'autres comptes, parce que c'est avec son adresse mail qu'on va s'identifier sur tel ou tel site administratif, la CAF, j'en sais rien, enfin voilà, hein, on peut aller très très loin. Et donc à partir de là, en fait, il suffit d'un mot de passe et on a tout, quoi. Enfin, on peut tout tracer si effectivement on n'a pas un mot de passe un peu sécurisé, si on a tout Google qui catalogue toutes les informations autour de notre vie, etc. Ce que la plupart des gens on n'a pas forcément conscience du degré d'intrusion aussi, parce que c'est pas forcément ce qu'on veut. On n'a pas décidé que Google nous pompe toutes nos données, en fait. Mais le jour où en fait on se rend compte que effectivement Google a toutes ces informations là, en général c'est parce qu'il y a une situation où ça a fuité, ou où il y a une situation de violence, et donc la personne qui veut nous nuire, si elle veut avoir accès à beaucoup d'éléments, en fait, il lui suffit pas forcément de grand chose pour arriver à mettre la main sur où on est quasiment en temps réel. Avec notre téléphone ou notre voiture, même ça peut être le GPS avec la géolocalisation de la voiture, ça peut être... Et puis il y a aussi la question des enfants. Quand il y a des enfants aussi, ils ont des appareils, et du coup, si on sécurise tous nos appareils, mais pas ceux de nos enfants, en fait, ils vont faire le lien avec, de toute façon, les enfants, ils sont soit à l'école, soit avec leur mère, quoi. Enfin, pour citer une situation courante, quoi. Et donc, si on peut savoir où elle est aussi. Et donc, enfin voilà, toutes ces choses-là, en fait, au bout d'un moment, mises bout à bout, c'est des trucs qui sont possibles sur des espaces numériques, mais pas que. Et ça questionne aussi sur la formation ou le manque de compétences qu'on a à utiliser ces outils. Et en même temps, on n'a jamais été formé à... est-ce qu'on peut dire... Est-ce que les nouvelles générations sont peut-être un peu plus sensibilisées à ces problématiques ? Là, je peux assez vite répondre parce que et je pense que là, pour le coup, ça vaudrait le coup d'aller discuter avec des antennes du planning familial qui font des animations plutôt collège-lycée sur tout ce qui est santé, sexualité et maintenant aussi cyberviolence. Moi, je participe à animer un atelier en lycée pro une fois par an, parce que c'est vraiment ponctuel, c'est pas le cœur de nos actions, mais voilà, il se trouve que on a cette action là, et effectivement on a des discours qui sont on a des élèves qui ne sont pas forcément conscients de ce que peut être une violence ou une cyberviolence. On fait une petite animation avec des phrases qu'on met au tableau, et puis on leur dit voilà, vous avez 3 papiers colorés dans la main, rouge, jaune et vert. Vert c'est ok, jaune c'est bof, et rouge c'est y a pas moyen, quoi. Et donc on va donner des affirmations qui sont parfois complètement anodines, c'est-à-dire je like mes propres posts sur tel réseau social, où on va avoir des gros rouges, non mais ça craint, puis des verts qui vont dire on s'en fout, en fait, on peut bien liker ces trucs si on veut, et d'autres où la phrase ça va être ah oui, est-ce que c'est ok de suivre mon copain ou ma copine sur SnapMap, je sais jamais dans quel sens ça se dit, mais en gros sur Snapchat il y a une carte où on peut soi-même se géolocaliser et voir où sont tous nos petits copains et copines. Et donc ils se fliquent entre eux assez vite, et il n'y a pas de remise en question de est-ce que ça c'est ok ou pas ok. Et pourtant, parfois, on a des situations où en fait, il y a des élèves qui vont mettre. La dernière fois que j'ai fait l'anime, en fait, il y a une personne qui a mis du rouge et du vert pour la même question. Et je lui dis mais pourquoi tu fais ça ? Et elle a dit si c'est lui qui le fait, c'est pas ok, mais si c'est moi, ça va. Et du coup, voilà, la surveillance elle est comprise comme quelque chose que on ne veut pas subir, mais que c'est ok de le faire. Donc voilà, on a aussi des façons de détecter un peu où on se trouve sur l'échelle de la conscientisation de est-ce qu'on fait attention à nos données. Bon, là, on est vraiment très très loin de ça, parce qu'on a aussi des nouvelles générations qui sont nées sans avoir connu autre chose que vivre avec un smartphone ou des ordinateurs. Donc, il n'y a pas comme ça, c'est pas beaucoup pris en charge comme sensibilisation
autour de ce qui est la vie privée de manière générale, alors les violences, elles explosent aussi. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment relié entre les deux, quoi. Ce que tu dis, ça me fait vraiment penser au constat du Haut Conseil à l'égalité dans le rapport sur le sexisme 2024, donc qui a été publié cette année sur l'année 2024. Il y a vraiment le constat très clair qu'il y a un clivage entre les jeunes hommes et les jeunes femmes sur ces enjeux féministes, et on retrouve aussi beaucoup ça du coup sur les croyances liées à la culture du viol. Ce que le Haut Conseil à l'égalité dit, c'est que les jeunes femmes sont globalement de plus en plus sensibilisées, même si on peut nuancer ce propos-là aussi, et les jeunes hommes, les garçons, sont aussi très exposés à des contenus masculinistes sur Internet, et qui aussi potentiellement y adhèrent. Et donc il y a un espèce de fossé qui est en train de se creuser avec des femmes, des jeunes personnes queer de plus en plus sensibilisées, qui ont accès à des ressources, et ça on peut vraiment s'en réjouir, mais aussi de l'autre côté du coup des jeunes hommes, des garçons qui ont accès à des contenus discriminatoires envers les femmes et les minorités de genre. Et comme Lila, tu le disais au début, on est dans une phase de backlash, et du coup, oui, il y a des hommes, des garçons qui vont s'identifier comme alliés et qui vont déconstruire ces mécanismes de la culture du viol, qui vont essayer de se sensibiliser sur ces questions, mais il y en a aussi beaucoup qui vont être en résistance active et qui vont du coup manifester de l'hostilité par rapport aux avancées féministes, aux luttes LGBTQIAP+. Et on voit aussi que c'est un enjeu dans ces séances du coup d'éducation à la vie sexuelle et affective dans les collèges et les lycées. On voit bien aussi que ça va susciter des résistances de la part des élèves qui peuvent le manifester en séance, mais aussi de la part de certains parents qui vont dire que on peut pas parler de ça à des jeunes, que c'est pas approprié, etc. Et du coup, ces résistances-là, ça montre aussi que du côté de l'éducation des enfants, c'est pas encore tout à fait acquis, cette idée qu'en fait le sexisme est à déconstruire et qu'il y a des rôles genrés, etc. Donc en fait, on pourrait avoir la sensation que les générations d'aujourd'hui ont plus de chances que nous, et je pense que en effet, il y a plus de ressources accessibles, mais en réalité, c'est plus complexe que ça, et il y a du coup ce clivage à garder en tête, quoi. J'ai une petite remarque là-dessus. J'ai l'impression que la question des cyberviolences, elle est un peu moins clivante que parler de sexualité au collège ou au lycée. Et j'ai l'impression que ça... Enfin, c'est que mon impression, et sur assez peu de terrain, etc. Mais j'ai l'impression que parler de cyberviolence, ça fait une porte qui pourrait être un peu moins clivante, dans le sens où ça fait peur aux parents, Internet. Et du coup, comme il y a toujours eu des cas dans les lycées, les collèges, etc., ah oui, cette fille qui a eu ces nudes qui ont tourné dans tous les sens, qui a dû changer d'établissement, qui a dû déménager, etc., machin, se disent, si ça arrivait à mes enfants. Et du coup, on n'est plus sûr à parler de sexualité. Mais on en parle quand même. Mais pour moi, j'ai l'impression que cette passerelle-là, elle est un peu cruciale, parce que ils vont pas dire il faut pas parler de cyberviolence. Et ça peut être une porte d'entrée, je trouve, qui est intéressante de ok, quelles sont vos pratiques sur Internet et qu'est-ce que vous faites ? Enfin voilà, on en parle, on met un espace de discussion autour de ça, qui va forcément amener à voir qu'il y a des stéréotypes de genre qui sont hyper prégnants et qui font que les usages ne sont pas les mêmes entre les genres différents, etc. Et qui va aussi permettre de questionner, ah bah oui, mais pourquoi en fait, oui, une fille, dès qu'elle poste une vidéo ou une photo d'elle, il se passe ça, et pourquoi un garçon, quand il le fait, ça ne se passe pas, le fait-il ? Enfin voilà, toutes ces questions-là. Moi j'ai l'impression que là on a une piste un peu intéressante. Et du coup j'en profite pour parler de l'outil que j'ai là sous la main, qui est un outil pédagogique qui s'appelle Cyberquoi, reconnaître, prévenir et combattre les cyberviolences, qu'on a développé avec entre ECHAP et le planning familial, enfin la confédération du planning familial, qui permet en fait avec un jeu de cartes d'identifier des cyberviolences avec l'aide de cartes roses, où on va avoir le mot qui définit la cyberviolence, où on va avoir ensuite des cartes oranges avec la définition de la cyberviolence, et des cartes vertes plus ou moins avec des exemples comme des captures d'écran, comme des situations particulières, ce genre de choses. Et l'idée de l'animation, c'est un peu de retrouver... allez-y, vous pouvez y aller. Retrouver quelle cyberviolence va avec quelle définition et quel exemple.
pour parler des cyberviolences, les nommer et voir ensuite, avec l'aide d'un livret de ressources, légalement, qu'est-ce qui se passe sur le plan juridique, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec le cyber-outing. Voilà, il y a plein de termes différents. Et donc avec 2 animations proposées. Et donc cet outil-là, c'est un outil interne au planning qui va être distribué globalement sur les antennes du planning, qui n'est pas un truc commercialisé, etc. Mais du coup, je pense que la question des cyberviolences, elle va être de plus en plus nommée et prise en compte dans les espaces avec les plus jeunes, quoi. Oui, en fait, il reste du boulot pour continuer à sensibiliser en prenant des outils qui parlent un peu plus aussi aux jeunes. J'ai l'impression d'être vieille en disant ça, mais en même temps, le jeu a l'air trop bien. J'invite tout le monde à aller voir vos sites internet avec les formations qui sont proposées. Je sais qu'Échappe, vous avez aussi mis en place tout un outil pour étape par étape sécuriser son adresse mail, ses réseaux sociaux. Donc, C'est les guides dont je parlais au tout début. Que les gens aillent voir ces guides aussi, qui sont hyper complets. Et la petite propose quand même pas mal que ce soit les formations, les sensibilisations qui sont accessibles, que ce soit en emploi ou sans emploi. Il y a l'incubateur aussi. Et également, je le dis, mais c'est parce qu'à Toulouse, je pense que beaucoup de personnes connaissent, mais les Girls Don't Cry sont vraiment des événements où on est vraiment en sécurité, donc c'est des safe places et c'est chouette d'avoir mis en place ce genre d'initiative pour qu'on puisse profiter tout en se sentant en sécurité. En tout cas, on essaye de créer des espaces sécurisés. J'ai envie de dire que les safe spaces n'existent pas, Oui, mais on essaye en tout cas d'intégrer la prévention des VSS et des discriminations aussi dans nos espaces festifs, ce qui pose plein de questions et plein de remises en question de nos pratiques, mais on essaye. Ok, merci à Lila et à Lou pour leur participation. Puis on vous retrouve pour un autre épisode le mois prochain.